The Place to Be aux rencontres économiques d'Aix, c'est le plateau magnifique de la Tribune, au cœur du Chant des Cigales. Nous sommes en milieu d'après-midi, il fait très chaud et on va s'intéresser à l'économie et la finance avec trois intervenants, il y a un peu de vent, pardon, tout à fait judicieusement choisis pour cette table ronde avec Thomas Friedberger qui est directeur général adjoint de Tikehau Capital. Bonjour Thomas. Bonjour. Patrick Artus, qui est le conseiller économique de Natixis, professeur à l'économie de Paris, membre fondateur du Cercle des économistes qui nous reçoit en son sein. Bonjour Patrick. Bonjour. Et enfin, nous avons Bruno Angle, qui est directeur général d'AG2R La Mondiale. Bonjour. Bonjour Philippe. Bruno. Alors je vais commencer peut-être avec vous Thomas. Il y a un peu d'agitation sur les marchés financiers depuis cette semaine notamment. On a eu même, on pourrait dire, pas mal de volatilité au cours de ce début d'été. On ne sait pas très bien dans quoi on se dirige. Beaucoup de gens disent le crash s'approche. En général, c'est au mois d'août qu'il faut faire attention. Quelles sont vos prédictions? Quelle est votre vision chez Tikehau de la situation des marchés? C'est toujours très difficile de prévoir le timing d'une correction de marché, mais ce qu'on peut déjà noter, c'est que, bon, premièrement, on est au milieu de plutôt à la fin du cycle de remontée de taux le plus rapide de l'histoire. Donc ça ne peut pas s'opérer sans casse. Maintenant, il faut que ça se diffuse dans l'économie réelle, et notamment dans la génération de résultats des entreprises. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on peut noter, c'est une dispersion très forte, une volatilité pas forcément très forte, en tout cas réalisée sur les marchés, mais une dispersion très forte. Quand vous enlevez les actions qui sont les leaders de chaque marché, que ce soit aux États-Unis où vous avez Apple et Microsoft qui font 15% du S&P 500, ou en Europe où vous avez ces 11 actions, là, les fameux granolas, qui représentent 25% du stock 600, quand vous enlevez ça, déjà la photo est très différente. Donc en dessous de la surface, il se passe déjà beaucoup de choses. Ensuite, encore une fois, il faut le temps que ça se diffuse dans la génération de résultats des entreprises, à la fois du côté des revenus et des coûts, et ça, c'est en train de se passer. Alors justement, on va avoir pas mal de résultats du premier semestre qui vont tomber au cours de ce mois de juillet. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait un événement déclencheur? Ça serait quoi l'événement déclencheur d'une correction? Si on prend la remontée des taux, met à l'épreuve l'expansion de multiples. Ça, c'est la première chose. Donc, pour que les actions continuent à monter, il faut que les résultats d'entreprise continuent à progresser. Il se trouve qu'aujourd'hui, les entreprises ont réussi à passer l'inflation au consommateur final de manière relativement indolore, aussi parce que le consommateur final a bénéficié d'aides extraordinaires pendant la crise de la Covid, qui aujourd'hui commence à se... La dette publique a compensé. Et donc la progression du résultat des entreprises va être un petit peu plus compliquée à partir de maintenant, mais encore une fois avec une dispersion extrêmement forte, et donc on va vraiment voir les meilleures entreprises se détacher des autres, celles qui ont la meilleure allocation de capital, les meilleurs retours sur capitaux investis, les meilleures équipes de management. C'est comme dit Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignaient sans maillot de bain. Absolument. Patrick Artus, votre vision, donc combien de hausses de taux encore? Est-ce qu'on atteint le pic de la hausse de taux ou pas du tout? Est-ce qu'on atteint le pic de l'inflation aussi tout court? On voit qu'il y a quand même quelques frémissements de ce côté-là, mais qu'en pensez-vous? Bonjour, il faut regarder l'inflation hors énergie et alimentation, parce que ce qui est assez mal connu, c'est que évidemment les prix de l'énergie ont beaucoup baissé, les prix de l'alimentation vont commencer à baisser, donc l'inflation totale va reculer assez fortement, mais ça ne va pas entraîner l'inflation hors énergie et alimentation. Et puis quand les prix de l'alimentation et les prix de l'énergie se stabiliseront, l'inflation totale remontera au niveau des prix des prix de l'inflation hors énergie et alimentation. Donc il faut vraiment regarder l'inflation hors énergie et alimentation. Aux États-Unis, on a une situation assez bizarre où ce sont les loyers qui font l'inflation. Et parce qu'en particulier, les États-Unis incluent les loyers fictifs payés par les propriétaires de logements dans l'indice des prix. Les loyers pèsent 35% de l'indice des prix aux États-Unis et ils augmentent de 8% par an. Donc les États-Unis doivent refroidir leur économie, mais essentiellement... Pour l'instant, elle ne refroidit pas, hein, quand on regarde les chiffres de l'emploi d'aujourd'hui. Oui, elle ne refroidit pas et même elle réaccélère. Et en particulier, le secteur qui réaccélère, c'est l'immobilier résidentiel. On a une hausse des prix de l'immobilier résidentiel depuis 3 mois
on a une hausse des mises en chantier. Et donc je crois que la Réserve fédérale va continuer à monter les taux jusqu'à ce que les loyers, effectivement, baissent. Hein. Et peut-être, ça veut dire que la Réserve fédérale peut aller pas loin de 6% sur ces taux d'intérêt. C'est quand même 6 fois plus, un peu d'eau, pardon, 6 fois plus quasiment qu'il y a un an et demi. Quoi. Oui, mais c'est jamais arrivé dans l'histoire. Oui, mais si vous regardez... Vous connaissez bien, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on parle de politique monétaire. C'est jamais un mouvement d'une telle violence. Normalement, ça devrait mettre l'économie par terre. Oui, mais d'abord, l'économie n'est pas par terre parce qu'elle n'est pas en récession, parce que les résultats des entreprises, bon, les taux de marge bénéficiaires baissent un peu, mais quand même les résultats sont assez élevés. La référence à Volcker n'est pas la bonne, en gros, c'est ça que vous dites. Il ne faut pas se prendre... oui, et puis si... on ferait fausse route en pensant que... Oui, et si les banques centrales avaient réagi à l'inflation comme elles auraient réagi à l'inflation si elles s'étaient comportées comme pendant la crise des subprimes, hein, en 2008-2009, on aurait des taux d'intérêt supérieurs à 10% aujourd'hui, hein, aux États-Unis comme en Europe. Mais Patrick, moi je vous ai lu, vous avez dit la normalisation des politiques monétaires, qu'on est parti d'une situation de taux négatif ou de taux zéro à une situation normale, ça ne peut pas se passer sans casse. Et moi je ne vois pas la casse. Eh ben, mais vous la voyez pas encore, mais je crois que... Je la souhaite pas d'ailleurs, par ailleurs. Non, mais je crois qu'on ne peut pas vaincre l'inflation à 3,6% de taux de chômage aux États-Unis et avec 6,5% de taux de chômage en Europe, qui sont les niveaux les plus bas. Donc, est-ce qu'on va vivre avec un régime d'inflation plus élevé que les 2% qui servent de référence? Est-ce que le non-dit, finalement, c'est de oser dire, notamment par les banques centrales, c'est à elles, que le baromètre ou la température, un peu comme celle de la planète, de l'inflation devrait être plus élevée? Oui, enfin, tous les économistes que je connais souhaitent que les banques centrales réajustent à la hausse leur objectif d'inflation, parce que ça permet d'avoir des taux d'intérêt réels plus bas à tout moment, et donc ça donne par exemple de l'aisance budgétaire. Je ne crois pas que les banques centrales vont changer leur objectif d'inflation, et je crois plutôt qu'elles vont être plus méchantes que ce que c'est, y compris en Europe, que ce que les marchés anticipent. Et surtout en Europe, on a des taux d'intérêt, enfin, si vous regardez le taux des dépôts, il est à 3,50, tout le monde pense qu'il va aller à 4%. À 4% d'inflation. L'inflation hors énergie et alimentation en Europe est à 6,9%. Et donc vous ne vainquez pas une inflation de 6,9% avec des taux d'intérêt à 4%. Bon, on verra dimanche si Christine Lagarde sera toujours méchante. Bruno Angle, donc, pour parler au nom aussi d'un grand investisseur que vous êtes, à G2R La Mondiale, comment vous voyez, vous, les choses? Est-ce que vous sentez que le risque de tension sur les marchés pourrait se caractériser ou se manifester? Moi, je crois qu'on a abordé d'emblée le sujet absolument central de la situation actuelle, c'est-à-dire le fait qu'on est passé de plusieurs décennies d'économie de baisse des taux à un phénomène récent, mais très rapide, de hausse des taux. Donc, ce n'est pas simplement une question de valeur absolue des taux à l'instant T, on a durablement eu une économie de baisse des taux, et tout d'un coup, on a une hausse des taux, et en plus, une hausse des taux qui est rapide. Quand on était dans le private equity, moi je l'ai été il y a quelques années, pendant 9 ans chez Macquarie, il y avait quand même une période assez bénie où au fond il suffisait de refinancer périodiquement tous les 2 ans ces actifs pour créer de la valeur. Bon. Et donc tous les acteurs arrivaient qu'à un cas à créer de la valeur, et on n'avait pas nécessairement de discrimination, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la mer qui baisse. C'était vrai aussi dans les compagnies d'assurance, parce que compagnies d'assurance, quand vous êtes investisseur très massivement en obligations, quand les taux baissent, vos obligations augmentent, et donc je vous arrête une seconde, il y a eu un crash quand même, c'est celui des obligations. Oui, alors celui-là, on l'a vu, c'est comme conséquence. Mais il n'a pas eu tellement d'effet. Il n'a pas eu tellement d'effet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même passé d'une situation où, au fond, en tant qu'assureur, on pouvait très facilement, on aurait mis, ces histoires, vous savez, des fléchettes et du singe. On aurait mis un singe à la tête d'une compagnie d'assurance, il aurait pu réaliser des plus-values obligataires de façon assez simple. Que ce soit des acteurs du private equity ou des compagnies d'assurance, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'on est dans cette économie de hausse des taux. Et moi, je crois, comme le disait Thomas, que dans ce contexte-là, on va avoir une forme de, j'oserais l'appeler, discrimination positive des acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on va reconnaître les bons
et les bons pourront s'en sortir parce qu'ils travailleront sur les fondamentaux de leurs différents business. Et malgré ce facteur adverse sur les taux, ils vont être capables de suivre. En revanche, effectivement, les acteurs un peu plus médiocres peuvent avoir du mal à surmonter ce vent contraire. Et donc je pense qu'on ne l'a peut-être pas vu complètement se matérialiser aujourd'hui, mais on peut le voir dans les mois qui viennent. Un domaine, je dirais, où ceci est vrai également, c'est le domaine de l'immobilier. Bon, le domaine de l'immobilier, moi je ne crois pas qu'on puisse dire que tout l'immobilier va être touché de façon uniforme. Nous, en tant qu'assureur, on a à peu près 85% de notre fonds général qui est en obligation, 6-7% en actions, 6-7% en immobilier et 3-4% en alternatif. Sur les 6-7% d'immobilier, on est très concentré sur vraiment des prime assets, donc de l'immobilier de bureau, dans le plein centre-ville, notamment de Paris. Et on a un actif sur lequel on est en train de finaliser, on devrait signer le 20 juillet la location. J'ai été littéralement harcelé par plusieurs preneurs potentiels qui me textotaient à toute heure du jour et de la nuit pour pouvoir avoir cet actif. Donc ces actifs-là, ils continuent à... Le centre de Paris, ça vaut cher. Je pense que le centre de Paris, ça vaut cher et qu'il n'y a pas un souci massif. Si en revanche j'avais, je dirais, de l'immobilier de bureau, je vais stigmatiser personne, mais à Vierzon ou à Maubeuge, je serais un peu plus inquiet. Et donc je pense qu'effectivement, cette économie de hausse de taux, que ce soit en immobilier, que ce soit sur des actifs industriels ou des sociétés de services, on va rentrer dans une phase de discrimination positive beaucoup plus marquée que ce qu'on a connu depuis un certain temps. Alors je vais introduire un autre élément peut-être dans le scope de notre réflexion, c'est que Patrick, on va connaître une décennie d'investissement pour décarboner nos économies. Je ne reprends pas tous les chiffres, vous les connaissez, en gros 2,5 points de PIB à peu près à investir de façon massive pour changer le capital, c'est-à-dire détruire du capital qui est carboné pour avoir du capital décarboné à la fin. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet économique? Est-ce qu'on peut se le payer? Est-ce qu'on va pouvoir réussir cette transition ou est-ce qu'elle va connaître des accidents financiers? Oui, alors le chiffre que vous citez de 2,5% du PIB d'investissement supplémentaire, c'est un chiffre assez restrictif. Par exemple, ça ne tient pas du compte de l'eau, par exemple de la gestion de l'eau, c'est purement de la transition énergétique. Et ça ne tient pas compte des aides publiques, par exemple aux ménages modestes qui devront payer leur énergie plus cher. Donc la réalité sera plus élevée que ça. Probablement, ça renforce encore la légitimité de la question. Au moins comment on va pouvoir se payer tout ça dans ce monde inflationniste? Eh bien, il y a effectivement trois solutions. Il y a la solution qui est de serrer les autres dépenses publiques et les autres dépenses privées, parce que c'est moitié-moitié de l'investissement public, moitié de l'investissement d'entreprise, pour dégager les budgets nécessaires à la transition énergétique. Donc ça veut dire, et c'est la logique par exemple poursuivie en France, si vous regardez le programme de stabilité du gouvernement français, il y a une contraction assez forte du poids des dépenses dans le PIB, mais qui n'affecte pas les dépenses de transition énergétique, qui affectent les autres dépenses. C'est assez dur, mais ça respecte les règles européennes, mais je crois que ça ne sera pas tenable. Il y a une deuxième solution qui est de changer l'objectif de la politique monétaire et de dire qu'on est à peu près en économie de guerre, donc c'est une vraie guerre, mais enfin c'est surtout la guerre... Une guerre pour garder une planète à peu près vivable. Voilà, et qu'en économie de guerre, on ne se soucie pas d'un objectif d'inflation de 2%, ni de normes de déficit public à 3%, on finance la guerre. Et c'est l'objectif de la politique monétaire devient le financement de la guerre. Et la troisième possibilité, c'est une augmentation très forte de la pression fiscale qui finance ces dépenses. Vous nous faites un résumé du rapport Pisani-Ferry qui sera là demain matin. Donc, vous avez une préférence, Patrick? Écoutez, moi je pense que on ne peut pas revenir en arrière sur les plans de transition énergétique, c'est strictement impossible, et puis ça coûterait en fait beaucoup plus cher de ne pas aller à la neutralité carbone. Et je pense que l'objectif de 2% d'inflation des banques centrales, c'est un objectif assez secondaire. Les banques centrales auraient pu choisir 3% d'inflation, ça serait pas la fin du monde. Ça serait pas la fin du monde. Alors qu'avec le réchauffement, ça pourrait être la fin du monde. Donc je préconise une hausse des objectifs d'inflation des banques centrales qui permet de garder des taux d'intérêt réels bas et de financer... On en parlera à Christine demain, dimanche. Thomas, là-dessus, sur ce débat justement, et que peut faire la finance? Qu'est-ce que peut apporter la finance? Alors moi, je pense qu'il y a une quatrième solution qui n'est peut-être pas dans le rapport Pisani-Ferry, mais
On peut faire un rapport Pisani-Ferry-Friedberger, il n'y a pas de problème. On essaye modestement, bon, non, surtout pas, on essaye modestement d'être dans l'action là-dessus et de contribuer à ça. Alors peut-être qu'on se plante, mais la quatrième solution, c'est de router une bonne partie de l'épargne mondiale vers le financement privé de cette transition. Avec... On prenait rien que la France, 2000 milliards quasiment dans l'assurance vie. Ouais, mais quand on prend le monde, c'est 100 000 milliards. 100 000 milliards d'épargne dans le monde. Ça finance la transition écologique. Si vous regardez ce qu'écrivent le GIEC et l'Agence internationale de l'énergie, ils vous disent sur les 10 prochaines années, il faut allouer 6 000 milliards de dollars, donc 6% de ce montant-là, sachant que ce stock-là, il augmente à peu près de 8 000 milliards par an. Donc c'est une combinaison entre une partie du nouveau stock et puis une partie de l'existant, qui doit aller s'investir dans la transition énergétique. 80% de ce montant-là, on vous dit, doit être investi, et ça c'est très important, dans la transformation de l'existant. C'est-à-dire que les 20% qui vont servir au financement de start-up, donc financer des pertes pour faire un pari technologique sur des technologies de rupture qui nous sauveront dans 10 ou 15 ans, c'est important. Mais 80% de l'effort doit être fait dans la transformation de l'existant. Efficience énergétique des bâtiments, transformation de l'appareil industriel, agriculture et production d'énergie. Ça, c'est ce que vous disent les rapports. Le gros avantage, je trouve, de la transition énergétique, c'est qu'en plus d'adresser le sujet climat, on espère, ça devient un avantage compétitif pour les entreprises. Dans un contexte de démondialisation, quand vous devez faire du re-onshoring, rapatrier de la capacité de production industrielle, adresser l'efficience énergétique de vos bâtiments, de vos appareils de production, de vos supply chains, de vos flottes de camions, de voitures, c'est une licence pour opérer. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas compétitif. En particulier face à vos concurrents américains qui, eux, ont un accès à l'énergie plus faible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence à voir l'impact financier de l'extra-financier. Et ça, c'est très bon, parce que ça veut dire que ça va attirer vers ces stratégies de transformation de l'existant, normalement beaucoup de capitaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision, on va dire, qui est Jancovici compatible? C'est plus optimiste. Un peu plus optimiste quand même. Alors, Jancovici étant un camarade d'école de Patrick et moi, j'ai un devoir de il n'est pas là aujourd'hui, donc on va pas lui dire. Mais s'il nous écoute, on pense à lui et on dit, voilà, il dit, en tout cas, il faut aller très vite. En tout cas, dans l'ADN d'AG2R mondial, il y a vraiment une préoccupation extrêmement forte et qui n'est pas récente sur tout ce qui est investissement socialement responsable. Ça fait 25 ans qu'on est vraiment sur ces sujets. Et pour vous donner un exemple très concret, moi je suis devenu directeur général du groupe en mai 2022. Au cours de l'année 2022, on a renforcé 2 fois la politique climat. Quand on parle de politique climat, c'est politique d'investissement prenant en compte les préoccupations du climat. Donc c'est un sujet qui est tout à fait central pour nous. On a d'ailleurs été classé parmi tous les assureurs par l'AGFI. On a été classé numéro 1 en termes d'ESG devant AXA et CNP. Et peut-être pour ajouter un élément à la complexité que vous évoquiez en termes de bouclage des équations financières, Philippe, je pense qu'il y a un deuxième défi qui est devant nous, qui sera l'objet, je fais un peu de teasing, d'une controverse dans laquelle j'interviendrai demain après-midi à 17h15, c'est celle de la préparation du bien vieillir. On a une vague démographique absolument spectaculaire qui arrive vers nous, qui est le fait de 2 phénomènes assez simples. Un, les baby-boomers, 75 ans après, sont des papy-boomers. Et 2, l'augmentation de la durée de vie fait qu'ils sont vraiment nombreux, pas simplement parce qu'ils étaient nombreux à l'origine. Et donc, on doit, oui, financer le climat, on doit aussi être capable de financer l'ensemble des solutions qui permettront de répondre à cet enjeu du bien vieillir. Mais je ne veux pas déflorer tous les débats de demain après-midi. Vous écoutez demain, moi j'aurai un débat un peu genre fin du monde, fin du mois avec Jean-Dominique Sénard et Alexandre Bompard. Donc on pourra se rejoindre sur cette controverse. Peut-être Patrick sur cette question qui montre beaucoup effectivement de réorienter l'épargne massivement. Donc le gouvernement dans sa loi industrie verte veut créer un produit d'épargne vert. Est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce qu'en fait, comme le dit Thomas Friedberger, il faut que toute l'épargne en fait accepte de se verdir? Et est-ce que les épargnants sont prêts à y aller? Oui, mais j'ai un peu de doute sur cet argument parce que l'épargne aujourd'hui, elle est utilisée. Elle est utilisée pour financer des projets d'entreprise, pour financer des dépenses publiques, pour financer des achats de logements, etc. Et donc, si vous réorientez l'épargne vers le vert, vous le faites aux dépens d'un autre usage de l'épargne. Et je crois que c'est très difficile. Donc, en réalité, tout le monde va vers le vert aujourd'hui. Donc, est-ce que l'épargne est par définition orientée vers le vert? En réalité, il faudrait davantage d'épargne. Il faudrait... Encore, mais il y en a déjà... on n'arrête pas de dire qu'on a le taux d'épargne le plus élevé du monde. Oui, mais on a un déficit extérieur en France. Donc, on n'a pas tant d'épargne que
ça. On n'a pas assez d'épargne pour financer nos investissements. Donc il faudrait davantage d'épargne. Vous allez utiliser, enfin, on parle d'économie de guerre, mais enfin c'est plutôt une économie de remplacement du capital. Hein. Donc voilà. on va casser des usines et on va les remplacer par des usines vertes. Et ces usines auraient pu encore marcher. Donc on aura besoin de plus d'épargne. Et donc plus d'épargne, soit ça se fera spontanément, soit c'est par l'impôt avec le fameux ISF vert. Ça peut se faire spontanément. Ça peut se faire avec un peu d'encouragement de l'État. Les Français et les Allemands épargnent énormément et donc ils épargnent de plus en plus. Donc en France et en Allemagne, on a assez d'épargne pratiquement pour financer la transition énergétique. Et donc le produit Le Maire, là, le produit d'épargne verte, vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Oui, mais à nouveau, ça ne change pas l'équation globale que épargne égale investissement. Quoi. Si vous avez besoin d'investir plus, il faut que vous ayez accès à plus d'épargne. Et puis, si vous n'avez pas plus d'épargne spontanément, il faut fabriquer plus d'épargne. Et donc, vous avez des remèdes fiscaux. Par exemple, l'État taxe un certain nombre de choses et il l'utilise pour financer une partie des investissements de la transition énergétique. Mais flécher l'épargne vers les investissements de transition, si vous avez une quantité d'épargne inchangée, ça veut bien dire que vous abandonnez le financement de d'autres projets. Thomas, vous vouliez réagir à la fois sur ça et puis donc quel impact ça peut avoir sur l'économie? Ça se fera si ces investissements-là sont rentables. Mais on revient au problème du début, qui est investir dans des sociétés, mettre l'euro marginal au capital d'une société qui va développer de l'infrastructure avec un business model éprouvé, en l'aidant à scaler son business. Si c'est rentable, ça se fera. Or, nous, on est persuadés qu'on rentre dans une période de croissance très faible parce que pendant 40 ans, la génération de valeur économique a été faite par génération d'efficience et elle passe sur une génération de résilience. Donc ça nécessite une croissance plus faible, moins optimisée, moins leveragée. Dans cet environnement de croissance faible, il y aura des méga tendances de croissance forte et on pense que la transition énergétique en est une pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les entreprises vont devoir le faire, pas pour sauver les petits oiseaux, pour rester compétitives. Et donc, on est assez optimiste sur le fait que cette méga tendance de croissance forte va pouvoir drainer de l'épargne sans forcément avoir une fiscalité ou des politiques publiques. Alors évidemment, ça aidera d'avoir la fiscalité ou des politiques publiques, mais c'est en train de se passer, même sans ça. Alors, je vais terminer en vous posant à tous les trois, vous allez répondre par oui ou par non à 2 questions. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour un ISF vert? Aucune idée. Patrick? Oui. Oui? Oui. Et est-ce que Macron, deuxième question, est-ce que Macron pourrait le faire? Est-ce que ça sera après Macron? Je pense il devra le faire. Bruno? Moi, je préférerais que la réponse sur l'enjeu vert soit la même que celle qui a été adoptée par le gouvernement dans la loi Pacte, c'est-à-dire un produit, le PER, qui permet d'investir en vue de sa retraite. Donc je préfère le PER vert à l'ISF vert. Donc c'est un peu la réponse par l'encouragement à l'épargne. Très bien. Et deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que Christine Lagarde va déclencher le crash au mois de juillet? Aucune idée. Patrick, bouille-toi. Non, parce que Christine Lagarde... Prochaine hausse des taux. Non, parce que oui, elle n'ira pas au-dessus de 5% de taux d'intérêt, ce qui est insuffisant pour déclencher un crash. Bon. Bruno? Comme on dit au Parlement, je fais confiance à la sagesse de la BCE. Alors faisons confiance à la sagesse de la BCE. Vous viendrez écouter Christine Lagarde dimanche. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour ceux qui continuent pas à nous regarder. Si vous continuez à regarder, il va y avoir plein d'autres débats aussi passionnants que celui que nous venons d'avoir. Merci à tous les trois. Merci Philippe. Merci Philippe.